Bien, bonjour à toutes et à tous, là, et bienvenue dans cette maison des travaux publics. Vous êtes ici dans les locaux de la Fédération nationale des travaux publics, qui est un adhérent d'Advancity depuis la première heure. Et d'ailleurs, moi, je suis au conseil d'administration d'Advancity en tant que représentant de la FNTP. Et donc, vous savez que je suis le président d'Advancity pour ceux qui m'ont déjà identifié comme étant Jean-Louis Marchand. Voilà. Et donc, je suis très heureux de vous saluer. Et de répondre à l'invitation là de Dominique Renaudet qui m'a proposé donc d'ouvrir vos travaux de cette journée. Finalement, quand je me suis dit mais qu'est-ce que je vais leur dire à 9 h du matin sur des sujets sur lesquels ils sont bien plus compétents que moi, je me suis remémoré il y a 2 ans TED. Vous connaissez TED, TED. Pour ça, vous allez sur Internet, Google, vous faites TED là et vous tombez sur une bibliothèque de petites vidéos qui font 10, 15, 20 minutes qui sont exceptionnelles. Et il y a 2 ans, en surfant sur TED, j'étais tombé sur une vidéo sur une dame qui expliquait ce qu'allait être le véhicule, l'automobile de demain. Alors là, on a vu depuis 2-3 jours qu'on parle des véhicules équipés d'un logiciel là, qui permet d'adapter les résultats aux tests qui sont faits pour vérifier leur conformité à un certain nombre d'organisations. Donc c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet, ça. Ça doit nous faire réfléchir à ce qui se passe chez Volkswagen. Donc là, c'était un film qui, moi, me projetait. Et la dame disait, c'est simple, vous vous rendez compte, on conduit des voitures aujourd'hui avec un nombre d'informations complètement limité, quoi. C'est vrai, vous voyez ce qu'il y a dans votre champ visuel. La nuit, vous voyez pratiquement rien. Vous oubliez tout ce qu'il y a derrière, ou tout ce qu'il y a derrière, vous en avez juste une vision sur le rétroviseur. Là. Et qu'en fait, c'est quand même bien plus simple et bien plus sûr d'essayer de piloter un véhicule avec l'ensemble des informations qu'il y a dans 360 degrés autour de vous, et puis au-dessus et en dessous. Et pour elle, c'était évident. Et une fois qu'elle l'avait dit, j'ai dit, mais mon Dieu, mais c'est bien sûr. Et elle annonçait d'ores et déjà il y a 2 ans, et moi j'y croyais pas, parce que, enfin j'y croyais dans l'avenir, dans les 10 ans qui viennent, elle annonçait effectivement le véhicule qui allait être effectivement piloté automatiquement par des caméras, par des radars et par des lasers. Et puis il y a 3 semaines, comme moi, vous avez lu dans le journal du dimanche, que sans qu'on le sache, PSA était d'ores et déjà en train d'expérimenter tous les jours, dans la région parisienne, des véhicules effectivement connectés. En moins de 18 mois, ce qui, il y a 2 ans pour moi, me semblait très intéressant, visionnaire, mais ce n'était pas pour moi, c'était pour dans 10 ans. On apprenait dans le journal du dimanche que c'était déjà dans une forme de réalité quotidienne. Et la difficulté, évidemment, c'est pour ces véhicules de la phase de transition. À quelle vitesse vont-ils effectivement, au-delà du test qui est réalisé aujourd'hui, à quelle vitesse vont-ils effectivement représenter une partie significative du parc. Alors en fait, on s'aperçoit qu'on tombe sur des problèmes de transition, de réglementation, que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais ça va se faire. C'est difficile de garder une attention vers l'orateur quand il y a des trucs qui se baladent sur l'écran. C'est des choses dans les manifestations dont on n'imagine pas à quel point ils peuvent être perturbants pour la personne qui parle. Ah oui, non, terminons. Sinon, on n'est pas obligé de laisser le visuel là. Voilà. Et donc, pourquoi je faisais ce rapprochement finalement entre cette journée et puis ce véhicule? C'est parce que dans la ville, il est en train de se passer des choses analogues à ce qui se passe sur le véhicule, en bien ou en mal d'ailleurs, depuis des années. Et que la grande difficulté face à laquelle vous allez être aujourd'hui, c'est d'anticiper la vitesse à laquelle, effectivement, la ville va se transformer par l'usage des nouvelles technologies d'information et de communication notamment. La voiture, dans la technologie autour du véhicule, ça a été très rapide. Ce qui va être long, c'est les conditions dans lesquelles, effectivement, ça va entrer et s'insérer dans les flux des véhicules actuels. Dans le cas de la ville, je ne sais pas, je n'ai aucune idée aujourd'hui de ce que va être la vitesse à laquelle, effectivement, l'usage des nouvelles technologies d'information et de communication dans la ville vont effectivement contribuer à la transformer et à quelle vitesse. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, dans la ville, l'interlocuteur essentiel, c'est la commune. Et aujourd'hui, la commune, elle a tout pouvoir. Elle a tout pouvoir, y compris de faire n'importe quoi. La seule limite qu'elle a, c'est ses moyens financiers. Mais aujourd'hui, sur les sujets sur lesquels vous allez travailler toute la journée, sachez qu'il y a toujours un interlocuteur aujourd'hui qui peut tout, c'est la commune. Je ne parle pas de l'interco, je ne parle pas du département, c'est véritablement aujourd'hui, la première question que vous avez à vous poser, c'est quels sont les besoins des communes
et à quelle vitesse auront-elles la capacité, un, à les exprimer, deux, à quelle vitesse nous on aura la capacité à les satisfaire, et après, à quelle vitesse elles auront la capacité à mettre en œuvre les outils que vous allez concevoir à partir de leur expression des besoins. Parce que la ville, et même la commune, et même la petite, c'est d'une complexité aujourd'hui que personne ne soupçonne vraiment. Le rapport à la ville de chacun, il est quand même très très élémentaire. En général, quand on parle de la ville, on parle des bâtiments, on parle d'architecture, on parle du vertical. On n'a pas spontanément un rapport physique à tout ce qui fait la vie de la ville, à savoir les flux, et donc à savoir les infrastructures. On n'a pas de conscience horizontale de ce qui se passe dans la ville. Et pourtant, c'est là que sont tous les enjeux. Les enjeux, ils sont dans les flux de biens, les flux de personnes, les flux d'énergie, les flux de déchets, les flux d'eau, les flux d'eau usée, les flux d'énergie de toute nature, et les flux de communication. Et le vrai sujet face auquel on est aujourd'hui, c'est aujourd'hui comment, effectivement, optimiser la gestion des flux qui caractérisent quotidiennement, instantanément, la vie d'une ville, quelle qu'en soit la taille. Et finalement, là-dessus, on retombe sur un problème d'infrastructure. Ce que je n'ai pas évoqué pour le véhicule, c'est qu'en fait, la véritable limite de ce que va être son développement en tant que véhicule connecté, en tant que véhicule électrique capable de se recharger électriquement n'importe où, c'est la capacité d'adaptation de l'infrastructure du réseau, justement, à offrir des hauts niveaux de service de manière continue sur plusieurs dizaines, sur plusieurs centaines de kilomètres. Aujourd'hui, en France, on est incapable de le faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernance des infrastructures permettant effectivement que, rapidement, on puisse imaginer définir des itinéraires sur lesquels on garantit une connectivité Internet permanente, sur lesquels on garantit une capacité de recharge des véhicules assurée. On ne l'a pas. On va donc tomber sur les véhicules sur des problèmes d'infrastructure. On va tomber dans la ville sur des problèmes d'infrastructure. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le sujet effectivement auquel tout le monde s'est attelé, c'est d'essayer d'offrir aux communes, aux maires, aux services techniques, des outils leur permettant de visualiser la complexité de leur ville. Et ça, tous ici, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez compris que la ville, c'était extrêmement complexe. Et qu'aujourd'hui, on commence effectivement à développer des outils de visualisation qui permettent effectivement de combiner l'ensemble des fonctions de la ville et d'en faire prendre conscience à ceux qui en sont en charge. Le vrai sujet, c'est pas de visualiser. Le vrai sujet, c'est de modéliser. Le vrai sujet, c'est de modéliser, et de modéliser de manière pertinente. Et là commence le travail de cette journée aujourd'hui, parce qu'en la matière, effectivement, tout est à faire. Et une fois qu'on a modélisé, le vrai sujet sera celui de la simulation. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde rêve de la ville de demain, mais la ville de demain, ce sera tout simplement, dans 98% des cas, une transformation de la ville d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, comment transformer la ville ? Si on n'a pas les outils de modélisation permettant véritablement de simuler différents scénarios, on n'y arrivera pas. Et en la matière, je le disais, tout est à faire. Tout est à faire partout. Je ne connais pas dans le monde, aujourd'hui, de pays qui, aujourd'hui, soient plus avancés que nous ne le sommes en France sur ces sujets-là. Et donc, nous avons une chance fantastique, parce qu'il y a en France un potentiel formidable vis-à-vis de ces problématiques. Le CEA, Total, récemment, je crois, ont tous les deux plus gros ordinateurs d'Europe. Voilà. Donc on a une puissance de feu, on a une puissance de calcul qui est là, qui ne demande qu'à être utilisée au service des problématiques urbaines. En matière de mémorisation, de capacité de stockage d'informations, on a le cloud, donc les possibilités sont infinies. Donc les outils sont là. La puissance de calcul est là. Simplement, nous avons à bâtir, nous, les logiciels. On a Accenture, on a Capgemini, on a une tradition de sociétés de services qui, aujourd'hui, effectivement, vont se mobiliser sur ces sujets-là. Mais elles ne pourront rien sans vous. Et puis on a des pôles de compétitivité. On a Cap Digital d'un côté, on a Systématique de l'autre, qui amèneront justement cette capacité à traiter de données et à définir un certain nombre de logiciels de simulation, de modélisation. Puis vous avez Advancity. Parce que le vrai sujet, ça ne va pas être de générer des logiciels et de traiter de données. Hein. Ne nous laissons pas illusionner par le big data. Le vrai sujet est celui de la pertinence des données, de leur adéquation aux usages d'aujourd'hui, et surtout de la capacité qu'on aura à partir d'elle à anticiper les usages de demain, et donc à être capable d'adapter les villes à des usages dont on n'a pas la capacité aujourd'hui véritablement à les prévoir.
et donc à travailler sur les problématiques de réversibilité de la ville. Voilà, aujourd'hui, sur ces sujets-là, j'aurais tendance à vous donner rendez-vous dans 5 ans, Dominique. Parce qu'en 5 ans, il va se passer énormément de choses. On est encore en France, et il n'y a pas tant de gens que ça qui travaillent sur ces sujets-là. On est encore en France dans la capacité véritablement, au niveau mondial, je le pense sincèrement, à prendre des positions de leader. Mais c'est maintenant. C'est maintenant. On a effectivement, j'évoquais un certain nombre de grands noms tout à l'heure, on en a d'autres, on a Electronic Serge Dassault, on a Thales, qui ont déjà, au sein d'Advancity, beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Ce que je crois aujourd'hui, moi, ce à quoi j'en appelle, c'est qu'effectivement, hors des gens comme vous, qui êtes ancrés sur la réalité de la ville c'est ses infrastructures, hors des gens comme vous, on ne sera pas capable de connecter les données et le big data, la smart city, on sera incapable de la connecter à la réalité de la ville, à la réalité quotidienne, à la réalité de son fonctionnement. Et c'est à ça aujourd'hui que je vous invite à travailler, c'est effectivement à faire que la smart city soit au moins aussi smart que les infrastructures qui en supportent les flux. Et les outils sur lesquels vous allez travailler dans les années qui viennent sont indispensables si on veut effectivement rendre la ville durable. Je vous remercie de votre attention. Alors, bonjour à tous. Très rapidement, 2 ou 3 mots pour vous présenter l'organisation de cette journée. D'abord, je vais commencer quand même par des remerciements, parce que j'aurai peut-être pas le temps de les prononcer d'ici la fin de la journée. Donc, je voulais remercier l'ensemble de l'équipe Advancity, Florence Castel en premier lieu, pour m'avoir accompagné dans l'organisation de cette journée. Sonia Firion, qui est à l'accueil, qui s'est beaucoup investie dans l'organisation. Remercier tous les intervenants, tous les pitchers. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Certains sont venus de loin, certains sont venus au péril de leur santé, et je les en remercie. Ils se reconnaîtront. Et 2 ou 3 mots pour vous dire que on a eu pour cette journée une vision très très large de la modélisation. L'idée est née dans le COS Ecotech. Mais on a bien vu tout de suite que ce sujet de la modélisation urbaine, c'est un sujet très vaste qui concerne l'ensemble des thèmes d'Advancity, et donc qui fédère bien au-delà du COS Ecotech. Et c'est pour ça que je remercie également les présidents des autres COS d'avoir bien voulu participer également à cette journée et modérer les pitchs de l'après-midi. Donc on va parler autant de prospective urbaine que de modélisation 3D, que de risques, modélisation pour la gestion des risques, modélisation du bâtiment, modélisation des réseaux, réseau d'eau, réseau de trafic, et puis modélisation du comportement des citoyens. Je n'ai pas été exhaustif dans ces présentations, dans ces vues, mais en tout cas, c'est une journée ouverte de manière très large sur le champ de la modélisation. Alors, comment cela va-t-il se dérouler? Nous aurons donc dans cette matinée 3 tables rondes, avec une pause à 10h30, et puis nous finirons vers 13h. Ces tables rondes seront l'occasion d'un échange avec la salle, puisqu'il y aura 15 à 20 minutes d'échange pour des questions-réponses. Et puis cet après-midi, nous aurons un format un peu différent, puisque nous aurons des ateliers, 2 séquences d'ateliers en parallèle, des 2 fois 2 ateliers en parallèle, donc, qui vous permettront à un grand nombre d'entre vous de vous exprimer sous forme de pitch, des pitchs très courts, de 5 minutes, et de débattre ensemble ensuite, à l'issue de ces pitchs, sur les thèmes que vous avez ici sous les yeux. Donc on a préétabli une liste de répartition des uns et des autres dans ces ateliers. Vous verrez ces listes affichées tout à l'heure, après le déjeuner. Sentez-vous libre éventuellement de changer d'atelier si vous estimez que vous préférez finalement l'autre atelier en parallèle. Néanmoins, on essaiera de respecter l'équilibre, je dirais, de répartition des gens dans les ateliers. Voilà, j'aurais souhaité vous proposer un jeu de questions-réponses par SMS, mais comme on ne capte pas dans cette salle, finalement, ça ne fonctionnera pas. J'en suis désolé, donc ne retenez pas ce numéro de téléphone, il ne sert à rien. Voilà, je vais passer tout de suite la parole à Frédéric Bourquin et ses intervenants qui vont donc démarrer la première table ronde.
Merci Dominique. Alors, on va rester dans le monde réel. Hein. Si effectivement on espère qu'il y a des questions, il faudra les poser en direct. Je crois que ce sera encore le plus simple. Je m'appelle Frédéric Bourquin de l'IFSTA. Je dirige le département composants et systèmes qui porte notamment l'équipement d'excellence Sense City, qui s'est invité également dans l'ITE Efficacity. Donc, je suis numéricien. Hein, je pratique l'interaction calcul-mesure. Voilà. Pour les réseaux d'infrastructure. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la pratique, hein, quelques mots d'introduction quand même, parce qu'on a parlé de flux, c'est important. Aujourd'hui, la pratique du calcul a largement diffusé hein, au sein des milieux professionnels et irrigue quasiment l'ensemble des phases de l'aménagement urbain, comme on le verra certainement. La conception détaillée, rapide, multiphysique, hein, constitue un enjeu vital pour la croissance, voire la survie des entreprises, hein, chargées de proposer des dispositions constructives très innovantes. Hein. En France, comme à l'Expo, nous sommes ici à la FNTP, hein, et de grandes sociétés de construction voient dans l'outil de calcul un moyen de gagner des parts de marché. Hein. Donc c'est d'ores et déjà une réalité économique extrêmement forte. On pourrait multiplier bien sûr les exemples. Alors les données, le big data c'est une illusion, oui, peut-être, mais en tout cas, le traitement des données en grand nombre offre des horizons tout à fait nouveaux en matière de compréhension fine des flux, hein, des compréhensions énergétiques, des flux et des mobilités à l'échelle des métropoles. Hein, et c'est important parce que la donnée, finalement, c'est ce qu'il y a de vrai, hein, c'est le réel. Alors, ce couplage des données, des modèles, c'est le thème de la première table ronde, hein, et qu'on invoque sous différents vocables. Est-ce que ce serait pas la clé, finalement, d'une efficience urbaine hein, et d'une résilience accrue hein, la ville, dans toutes ses dimensions, effectivement, ne devrait-elle pas s'appuyer hein, sur les modèles et les données pour offrir des lieux de vie finalement redimensionnés pour l'homme. Alors, pour donner finalement un clin d'œil très historique, hein, c'est effectivement, on pourrait effectivement reformuler la question sous la forme d'une alliance un peu improbable entre les grands penseurs qui nous ont précédés, hein, Laplace pour ce qui concerne les questions de modélisation et Galilée pour la mesure. Hein, c'est cette alliance-là qui est au cœur des traditions. Alors pour apporter un éclairage sur ces questions, et je vais inviter les panélistes à nous rejoindre hein, sur le plateau, hein, nous avons dans l'ordre que j'ai choisi. Hein, il me semble qu'il y a une certaine logique, mais ça, on peut... Donc, tout d'abord, Gérard Aigron, hein, qui est actuellement à l'IFTA, hein, qui dirige le département aménagement, mobilité, environnement, qui s'est beaucoup impliqué dans des questions de ville au cours de sa carrière, puisqu'il a créé finalement l'IRSTV, hein, l'Institut de recherche sur la ville, hein, pour faire court. Ensuite, il s'occupait du GIS modélisation urbaine. Bon, aujourd'hui, donc directeur de ce département, il s'applique également à faire en sorte que la France participe au GPU Urban Europe. GPI, d'accord, oui, d'accord, initiative. C'est pas encore un undertaking, hein. Voilà. Voilà. Alors ensuite, nous aurons Jacques Moussafir, que nous remercions à plusieurs titres. Voilà, hein. Le premier, c'est d'avoir pu venir aujourd'hui, mais merci beaucoup. Hein, qui est ingénieur-chercheur en météo, hein, en météo numérique, donc il connaît tout sur la modélisation, la qualité de l'air, etc. Qui a un passé également chez Bertin, donc une entreprise de technologie, hein, technologie avancée, et puis chez EDF, où effectivement c'est le lieu rêvé pour parler de modélisation à grande échelle. Voilà. Et il est effectivement en charge hein, de l'entreprise Aria Technologies, hein, qui développe des logiciels que je pense tout le monde connaît bien, hein, qui permettent de simuler, de calculer finalement la qualité de l'air, l'aérolique, etc., à l'échelle des mégapoles, hein, ce qui est un défi intéressant, hein, tout à fait. Alors j'appelle ensuite Thierry de Lumelin, hein, qui a un passé à la fois académique et industriel, hein, puisqu'il a été chercheur à la fois à Uni Texas Austin, hein, à Cambridge, et il a créé donc différentes entreprises à la fois aux États-Unis et en France, et il est actuellement en charge donc du développement de Cosmo, The Cosmo Company, hein, qui est un éditeur de logiciels qui propose une
une plateforme unique d'analyse prédictive. Alors, on verra un peu mieux ce que c'est, évidemment, hein, pour effectivement les systèmes urbains qui sont de complexité croissante, en lien justement avec l'émergence des data en grand nombre. Hein. Voilà. Et puis, last but not least, et puis après je me tais, c'est promis, hein, nous avons donc Samuel Ruffat, hein, qui est de l'Université Cergy-Pontoise, qui est chercheur en fait en géomatique et qui a également un passé sur les jeux vidéo. Alors voilà, c'est un petit peu quelque part une ouverture, hein, et il pourra nous faire partager effectivement sa vision finalement du rapport au réel à travers finalement des grands axes que sont effectivement la géométrie qui est traditionnelle et les jeux vidéo qui constituent un autre rapport finalement au réel pour imaginer les futurs urbains. Alors, ce qu'on a proposé, hein, c'est que chacun de nos intervenants parle 5 minutes et réponde à la première question. Ensuite, nous aurons peut-être un court échange avec la salle, un échange. Voilà. Et puis après, nous passerons à la seconde série de questions, hein, si vous le voulez bien. Alors, donc, je vais tout d'abord passer donc la parole, hein, demander à Gérard Aigron de nous dire, donc de réagir effectivement sur les thématiques du thème et de donner quelques exemples où la modélisation a permis de mieux anticiper les risques et de gérer peut-être de façon plus économe les ressources. Merci, Gérard. Oui, merci. Je préfère me lever parce que assis. Oui. Merci, Frédéric. Donc, le goût de la modélisation, en fait, me vient de mon premier passage à l'INERIA, où j'ai commencé ma carrière, où je travaillais sur la simulation, justement, des phénomènes physiques pour tout ce qui était synthèse d'images, animation par ordinateur et simulation des phénomènes dynamiques. Donc, je vais peut-être prendre 6 minutes parce que, comme je parle le premier, l'idée c'était aussi de situer les différentes phases de l'aménagement urbain dans lesquelles nous faisons appel à la modélisation. Donc, ça permet de situer un peu, finalement, de manière cohérente, l'intervention de la modélisation dans ces phases d'aménagement urbain et du territoire. Je peux avoir accès au... Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est le premier bouton? C'est là. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, peut-être d'abord une première notion qui est la complexité, parce qu'on va beaucoup parler de complexité et d'approche systémique. Alors, il ne faut pas confondre complexe avec compliqué. Complexe, ici, c'est lié au fait où on a un ensemble de systèmes en interaction, donc c'est le problème du système à 3 corps. Hein. Donc, tu citais des grands savants, donc là, c'est Poincaré hein, qui a commencé à travailler là-dessus. Et d'où la difficulté, finalement, de prévoir les choses, parce que on a beau avoir un modèle, mais en fonction des paramètres initiaux, eh bien les comportements et l'évolution des phénomènes peuvent complètement évoluer dans des sens différents. Ensuite, au niveau de la ville, on a donc tous ces systèmes qui sont en interaction, d'où l'idée d'avoir une approche systémique hein, de la modélisation qui modélise l'interaction entre tous les phénomènes humains, naturels, anthropiques, etc. Et puis l'autre problématique de la complexité, là c'est plutôt au sens d'Edgar Morin, c'est-à-dire qu'on a un système ouvert où il y a des événements qui sont imprévisibles. Donc là on est dans le monde de l'incertain. Et donc là, on est obligé, lorsqu'on planifie finalement des évolutions de la ville à très long terme, de faire des hypothèses, différentes hypothèses plus ou moins fortes, qui elles vont fermer le système et le rendre prédictible entre guillemets, sous certaines hypothèses. Et donc à ce moment-là, on met en place des stratégies. C'est comme à la guerre. La guerre, c'est la stratégie. Une bataille, c'est tactique. Et donc pour le long terme, on doit établir différents types de scénarios plus ou moins vraisemblables, à ce moment-là les évaluer avec des modèles qui prévoient finalement le déroulement des choses sur le long terme. Et puis on peut, lorsqu'on simule plusieurs scénarios possibles, pouvoir peut-être dégager des tendances, des invariants qui nous montrent qu'il y a certaines choses qui sont peut-être prédictibles, ou des grandes tendances qui sont prédictibles. C'est un petit peu comme le réchauffement climatique, on a plusieurs hypothèses, on a des différents types de courbes, mais on se rend compte que la température de la Terre augmente tout le temps. Donc là, c'est une tendance forte qui se dégage. Voilà. Donc la premier point sur la définition. Maintenant, à quelles étapes finalement la modélisation ou la simulation est utile? Donc il y a en gros 4 temps au niveau de l'aménagement urbain. Donc la première, c'est comme vient d'expliquer, c'est les problèmes de scénario à long terme, en plus sur une échelle de territoire aussi assez vaste.
Ensuite, une fois qu'on a fait des scénarios, après, c'est la capacité de concevoir des projets urbains à différentes échelles. Ça peut être comme le Grand Paris, ça peut être des infrastructures de déplacement, ça peut être des quartiers plus ou moins durables, etc. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser le modèle pour une évaluation a priori du fonctionnement et du comportement de l'infrastructure ou du projet qu'on veut construire. Une fois qu'il est conçu, ensuite, il y a la phase de construction, où là, on fait plutôt appel à des problèmes de qualité, de normalisation. Alors, il y a aussi, lorsque l'on agit dans la ville, il y a tous les problèmes des chantiers en ville, et là aussi, il y a des problèmes aussi de modélisation, et notamment au niveau des nuisances, au niveau des problèmes de trafic et tout, qui peuvent être aussi utiles. Donc, il y a eu un projet Furet en son temps qui a travaillé sur ce sujet-là, sur les chantiers furtifs. Et puis ensuite, une fois qu'on a conçu la ville, qu'on l'a construite, c'est la gestion au temps réel, dont M. Marchand évoquait, où là, c'est toute la gestion des flux au quotidien que l'on doit gérer. Donc, c'est les flux de trafic, les flux de piétons, les flux d'argent, les flux des personnes, etc. Et donc là, on doit avoir une modélisation, une simulation, en temps réel ou différé, enfin temps réel au sens au rythme du phénomène qu'on observe. Alors, je vais juste donner un exemple, par exemple, au niveau de l'approche planification, qui était un travail aussi ANR sur l'évaluation des plans de déplacement urbain, où là, en fait, on a un système, un processus, pardon, ça tourne tout seul, on a un processus, en fait, où on devait regarder, là, ici, la consommation énergétique et puis les impacts en termes de qualité de l'air et des ambiances, notamment sonores, avec les impacts sur la santé, sur la qualité de vie, également sur les implications socio-économiques, notamment l'impact sur les valeurs hédoniques, finalement, de la qualité environnementale. Et puis ensuite, à partir de scénarios, pouvoir simuler, modéliser l'ensemble de ces phénomènes. Et après, l'idée, c'était aussi de regarder si, une fois qu'on a mis en place un plan de déplacement, est-ce qu'il y a des changements de comportement dans l'usage de ce nouveau plan de déplacement qui perturbe finalement les prédictions qu'on a faites. Donc on voit ici qu'on a une interdépendance des différents processus, et en même temps, on a une rétroaction qui est liée au comportement des usagers. Donc ça, c'est aussi un phénomène dynamique qui peut aussi évoluer dans le temps. Et là, on voit également que l'interaction qu'a évoquée Frédéric, c'est entre les données et les modèles. Donc là, la problématique, vous le savez, au niveau des modèles, c'est de savoir des données, d'abord savoir si elles existent, et ensuite, quand elles existent, quelle est leur qualité. Je ne sais pas si les données, c'est vraiment le réel, parce qu'on sait bien qu'une mesure crée la grandeur mesurée. Et je pense que la donnée, c'est déjà un modèle, parce que c'est déjà une façon, un point de vue, un regard sur l'objet que l'on observe. Et pour moi, c'est déjà un modèle, en fait. C'était pour vous faire réagir, en fait. Ben, je réagis, voilà. C'est gagné. Et donc, oui, la donnée, c'est le paramètre, en fait. Est-ce que le paramètre qu'on observe, est-ce qu'il est pertinent pour pouvoir observer et caractériser le phénomène, et quel est son degré de sensibilité sur le développement, la dynamique du phénomène. Donc ça, c'est fondamental. Et là, il faut aussi ne pas confondre l'incertain dans les problèmes complexes avec l'incertitude des modèles, qui est finalement l'écart que l'on a sur les résultats obtenus, à savoir quelle est la variabilité de la mesure, de la mesure simulée. Ensuite, bon là, je pense qu'on demandera à quelqu'un spécialiste géomatique, la représentation de la donnée, qui est aussi un autre modèle. Une image est aussi un modèle de représentation, comme le français est aussi un modèle de représentation du phénomène qui nous entoure. Donc là aussi, la cartographie est aussi une manière de représenter les résultats, et aussi ça peut induire des biais. Et là, il y a un problème également de représentation et de modèle qui doit parler à l'ensemble des acteurs du projet urbain. Juste finir peut-être sur Là, c'était pour vous montrer un exemple d'utilisation des modèles pour la conception de quartiers. Donc là, c'était la réhabilitation, renouvellement urbain d'un quartier, d'un grand ensemble des années 60 à Nantes, où là, on utilise les modèles pour prédire les problèmes d'ensoleillement, donc l'impact aussi sur la chaleur, l'énergie passive, également pour prévoir l'évolution des courants d'air dans les espaces urbains, qui ont aussi des effets sur la pression sur les parois qui peuvent être utilisés pour la ventilation naturelle. Donc là aussi, problème d'économie d'énergie. Et également les problèmes
de bruit, et de savoir comment la modification de la morphologie d'un quartier agit sur la qualité des environnements sonores du quartier. Et là également, on a aussi affaire, in fine, à un travail de corrélation entre la représentation quantitative des phénomènes et leur perception, donc une évaluation qualitative par les gens qui y habitent. Et puis à la fin, c'était juste, et là j'y reviendrai peut-être pour la deuxième question, c'est au niveau de la gestion des flux. Et voilà, donc je pourrais me servir de ça pour y répondre. Mais merci beaucoup pour effectivement cette introduction qui était un peu plus qu'une introduction très riche. Je vais tout de suite passer la parole à Jacques Moussafir qui va peut-être nous parler de la qualité de l'air et qui évidemment repose sur de nombreux paramètres. Alors plus les modèles sont sophistiqués, plus il faut de données peut-être et plus on veut modéliser fin et voilà. Oui, je vais essayer. Plus il faut effectivement se poser la question de la fiabilité et de la validation. Oui, donc de façon assez synthétique, je crois qu'on est tous convaincus que la modélisation urbaine va collecter des axes de modélisation différents. Par exemple, dans le domaine de la pollution atmosphérique, nous sommes très dépendants de la modélisation correcte du trafic, c'est-à-dire faire un pronostic de ce qui se passera pour la pollution atmosphérique à Paris dans 3 ou 5 ans. C'est impossible de dire que ça va être indépendant de la manière dont le trafic va être organisé. On sait qu'un certain nombre de grandes villes européennes ont des zones à trafic limité, Rome pour commencer, qui est proche et assez polluée. Et je pense que je voulais indiquer que notre travail de modélisation de la qualité de l'air est donc lié aux travaux de modélisation du trafic, lié aux travaux qui aboutissent à la mise à disposition de données complètes sur l'aspect ville 3D, ville numérique. Dans le petit film que vous voyez se dérouler, c'est une promenade à l'intérieur d'une solution numérique, calculée d'ailleurs sur les ordinateurs du CEA, dont parlait M. Marchand tout à l'heure. Et on voit des concentrations d'un code couleur au sol, enfin à la surface, qui représente la concentration d'oxyde d'azote. Et le calcul est fait avec une résolution de 3 mètres sur l'ensemble de Paris et en 3D. C'est-à-dire là, on ne voit que la partie concentration au sol, mais évidemment, on a des valeurs équivalentes pour le premier, deuxième, troisième étage. Enfin, on a une véritable immersion 3D. Donc, comme on l'a dit dans le discours introductif, la technologie est là, la gestion d'espaces de données immenses et la disponibilité de calculateurs dont on ne rêvait même pas quand je faisais mes études sont là. C'est disponible maintenant. Comment ne pas faire de l'overkill, c'est-à-dire comment obtenir des résultats utilisables, comment mettre en service ces systèmes de modélisation de façon à ce qu'ils nous fournissent des informations régulières, fiables et qui peuvent amener à de la décision. Alors, dans l'exemple qui vous est montré, ça me facilite l'existence de vous montrer une animation, vous comprenez bien que si, d'abord, pour ce qui concerne la pollution de l'air, on est tributaire de la pollution à l'échelle, on va dire, continentale, nationale et même régionale, qui se combine avec une pollution d'échelle locale. Donc, dans la communication en particulier, sur les questions de pollution atmosphérique, on a très souvent des affirmations contradictoires lancées. Est-ce qu'il s'agit de pollution générée par les véhicules qui circulent dans Paris? Est-ce qu'il s'agit de pollution générée par les usines allemandes, par l'agriculture? Malheureusement, suivant les cas, suivant les saisons, suivant les conditions météorologiques, on peut avoir des combinaisons de facteurs. Et il faut également bien tenir compte, dans le domaine qui est le nôtre de la qualité de l'air, de ce caractère multi-échelle. Si vous avez un temps de cochon et qu'il pleut partout, vous n'aurez pas de pollution atmosphérique observée par tous les microcapteurs individuels que vous pourrez mettre, simplement parce qu'il fait mauvais et qu'il pleut. Ça ne veut pas dire pour ça que la source du problème est différente. Donc, gros problème de communication entre échelles, donc échelle nationale,
des calculs sont faits tous les jours par l'INERIS, Météo France et le CNRS dans le cadre du système Prévert, que je vous conseille d'aller regarder. Vous avez également des systèmes européens, le système Copernicus, qui donne des cartes européennes tout à fait intéressantes, avec des résolutions de 15-20 km. Donc, quelque part, le fond de pollution atmosphérique, de modélisation, commence à être un peu maîtrisé au niveau européen, je pense. Et il y a un grand défi dans la représentation correcte de la pollution atmosphérique à très petite échelle. Et l'usage de ces techniques de modélisation, que ce soit au quotidien, pour fournir des cartographies que chaque citoyen peut venir consulter en se disant je sors le matin, que se passe-t-il? Un peu comme on se dit je sors le matin, est-ce qu'il pleut? Et par ailleurs, pour les pouvoirs publics, pour les entités qui ont à imaginer une évolution de la ville, il faut s'assurer que ces systèmes de modélisation de la qualité de l'air sont suffisamment fiables, qu'on n'a pas oublié la moitié du monde quelque part dans les composants chimiques qui agissent. Il faut s'assurer qu'on pourra avoir des projections, par exemple, de trafic suffisamment fiables pour alimenter des projections de qualité de l'air. Et je crois aussi qu'il faut bien distinguer dans le travail de modélisation entre celui qui va être un simple agrégateur de données multiples qui arrivent en ce moment, parce qu'on va avoir de plus en plus de capteurs mobiles individuels communiquant par smartphone, et la modélisation au sens prévoir ce qui va se passer dans 5 ans. On a un mécanisme, comme le disait M. Marchand tout à l'heure, il ne faut pas totalement mélanger l'aspect assimilation de données, empilement statistique que donne le big data, et l'aspect prévision déterministe de phénomènes qui vont se produire si on fait un certain nombre de choix. La question, par exemple, de savoir quelles vont être les émissions de particules fines sur un territoire national aujourd'hui, c'est quelque chose qui dépend strictement des décisions qu'on va prendre sur le combustible. C'est pas quelque chose qui dépend du fait qu'on aille mettre des microcapteurs partout autour des usines. Ça dépend de nous. Donc la modélisation, c'est choisir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'est une excellente transition pour le témoignage que va nous faire Thierry de Delaunay, justement sur le fait que les données c'est bien, mais en fait ce qui est important c'est le logiciel et effectivement le caractère prédictif. C'est bien aimé le caractère prédictif qui est en avant. Merci beaucoup. Merci. Oui. Alors, vous m'avez demandé de parler d'un exemple concret de réalisation. C'est comme ça, en fait. Oui, c'est comme ça. Ouais, juste un mot sur Cosmo. Cosmo est une start-up, je vais juste le répéter, basée à Lyon. On est 50 personnes aujourd'hui. Ce qu'on a, c'est une plateforme de modélisation et de simulation qui est dédiée au système complexe. Donc, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Donc, on s'attache en fait à casser les silos. Aujourd'hui, Cosmo a une vocation d'aider des groupes industriels à améliorer leur performance, notamment des groupes industriels qui travaillent sur la conception, le déploiement, la gestion de grands réseaux, et les aider à optimiser, à améliorer leur performance en prenant en compte un côté systémique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on répond à des questions qui ne sont pas traitées chez les industriels parce que leurs outils informatiques qui sont en silo ne permettent pas de comprendre, d'aborder, de maîtriser le système et d'agir dessus pour arriver à un optimum. Donc voilà, on a une certaine focalisation maintenant sur l'énergie, problématique d'eau aussi, et puis de planification urbaine. Alors ça, ce sont les applications. Les deux premières qu'on a aujourd'hui qui sont vraiment sur l'étagère, c'est la gestion d'un grand réseau qui peut être un réseau électrique, qui peut être un réseau de transport, qui peut être un réseau d'eau, donc on est bien sur le territoire et on est beaucoup dans les villes. Et puis on a un deuxième qui est plus la gestion de crise sur un réseau d'eau en particulier, c'est-à-dire comment je fais pour reconfigurer un réseau d'eau dynamiquement pour assurer la mission de service public lorsque je dois livrer de l'eau potable et que par exemple 2 sites sur 3 d'eau potable sont tombés, soit pour cause de crues centennales, soit pour cause d'attentats terroristes. Alors je vais vous donner l'exemple très concret de la gestion des actifs en fait. Je trouve je suis très fier de cette slide, je la trouve très parlante. Quand vous avez besoin de gérer un grand réseau, vous pouvez le regarder de manière très différente.
Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois chez RTE, chez ERDF, à la SNCF. Vous avez la topologie du réseau. Vous avez une échelle de temps qui peut être très longue. Je connais les évolutions démographiques du pays et je vais adapter mon réseau à ces évolutions démographiques et économiques. Si je suis RTE, par exemple, je connais les zones qui sont désindustrialisées, je connais les zones qui sont en croissance forte et je vais pouvoir planifier ça sur le long terme. Donc ça, c'est une question d'investissement. La deuxième est une question beaucoup plus court terme. Je suis financier dans une boîte et je me dis que la maintenance coûte tant. J'ai besoin de réduire les coûts. Je peux réduire par 5, 10, 15% et demander aux opérationnels de réduire les coûts. Alors ça grogne. En général, ça passe la première année, mais le problème dans la maintenance et le renouvellement, c'est que ça va passer la première année, mais souvent, ça peut entraîner des effets catastrophiques et dominos 4, 5 ans, 10 ans plus tard, parce qu'on n'a pas eu les bonnes actions au bon moment. Puis après, on peut avoir une vision de la maintenance et du renouvellement qui est très orientée ressources humaines. La SNCF fait ça, par exemple. Ils ont régulièrement des études pour savoir si les bonnes personnes, avec les bonnes compétences, qui connaissent la pyramide d'âge, sont situées au bon endroit pour répondre aux problématiques de maintenance de leur réseau. Pensez RTE, encore une fois, c'est celui que je connais le mieux, en fait. On n'entretient pas une ligne en montagne par hélicoptère, une ligne à haute tension, comme on va entretenir un câble oléostatique sous Paris. Voilà. Et puis le dernier point, ça peut être aussi une vision très ingénieure, c'est-à-dire que maintenant j'ai beaucoup d'informations qui remontent de mes équipements, puis j'ai aussi des visites, hein, évidemment, du parc et des actifs. Et donc il y a beaucoup d'informations qui remontent et je connais les lois de vieillissement de mes équipements de mieux en mieux et je peux prendre aussi des décisions basées là-dessus. Alors je pourrais rajouter d'autres sous-systèmes, hein. On pourrait rajouter les besoins par exemple de gestion des stocks et de logistique pour que le matériel qu'on va renouveler ou changer est au bon endroit au bon moment. On pourrait rajouter les problématiques de sous-traitance. Il n'y a pas vraiment de limite à ça. Mais aujourd'hui, nous, on s'est focalisé là-dessus. Et la problématique des industriels, c'est de dire quand je fais des études sur ces 4 sous-systèmes, en fait, je ne comprends pas l'impact d'une décision sur l'un de ces sous-systèmes sur les autres. C'est-à-dire si je surinvestis sur les ressources humaines ou si je surinvestis sur une classe d'actifs, quel est l'impact en fait sur ma capacité à investir sur le réseau à plus long terme. Si je décide de changer toute une catégorie, de surinvestir sur une catégorie d'équipement, je vais peut-être, par exemple, un réseau électrique, le consigner plus fréquemment. Et à ce moment-là, je vais déporter du courant sur d'autres parties du réseau qui vont vieillir plus vite. Et donc, quel est l'impact de ces décisions locales sur le réseau, sur l'ensemble du système? Quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas appréhendé par les outils informatiques. Donc, nous, ce qu'on a fait, et c'est une application qu'on a co-développée avec RTE, c'est en fait de mettre tout ça dans un seul modèle. Et là, vous avez un visuel de la plateforme Cosmo telle qu'elle est. Et puis ensuite, de construire une application. Donc là, vous avez un outil de développeur, un modélisateur. Donc ça, sont les geeks chez nous, sont très forts là-dessus. Et puis après, là, vous avez un outil que d'autres personnes peuvent utiliser, des financiers, des gens qui sont responsables de la maintenance, des opérationnels, des responsables des RH, et qui peuvent construire des scénarios, véritablement des scénarios de la maintenance, du renouvellement et de l'investissement sur 5, 10, 15 ans. Et ils sont capables de valider l'implémentabilité, alors c'est pas très français, mais l'implémentabilité de ces scénarios, puisqu'on ne leur donne pas que le point de départ et le point final, mais on leur donne bien toute la dynamique et toutes les étapes entre ces deux états. Et on est donc capable de valider qu'à aucun moment le réseau est en grand danger ou passe par un état inacceptable pour assurer une mission de service public, par exemple. Voilà. Donc c'est aussi un outil véritablement de construction du consensus qui permet de réconcilier la vision financière, la vision ingénieure, la vision la responsable de la topologie du réseau, la vision RH. Donc, comme je vous l'ai dit, on l'a appliqué très concrètement chez RTE. Aujourd'hui, il y a une première version de l'application qui est déployée chez eux. Alors pour eux, c'est une question à 800 millions d'euros par an, hein, la question du renouvellement et de la maintenance. Donc c'est pas une petite question, avec un mur d'investissement qui est prévu en 2030, c'est-à-dire que le réseau est daté avec l'avènement du nucléaire. Donc s'il continue d'investir au rythme d'aujourd'hui, en 2030, le réseau tombe. Donc c'est évidemment inacceptable pour l'économie française, puisque comment ferait-on sans l'énergie électrique? Mais l'idée, c'est pour RTE, c'est-à-dire comment je vais pouvoir lisser ce pic, donc commencer à surinvestir maintenant et être sûr que les surinvestissements que je fais maintenant ne se font pas au détriment du système.
Alors, donc les résultats aujourd'hui qui commencent à arriver, hein, qui sont attendus, c'est véritablement une rapidité beaucoup plus grande en fait pour la construction de ce consensus dont je parlais tout à l'heure. Donc ils gèrent beaucoup mieux leurs risques et puis surtout il y a un coût, un bénéfice très important puisqu'ils attendent à peu près plus de 10% de réduction des coûts sur la maintenance. Et tout simplement parce que c'est une terre en friche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne s'est intéressé à l'optimisation de ces systèmes dans leur ensemble, et donc des couplages entre ces sous-systèmes. Donc je ne sais pas, penser à l'avènement du lean management dans les entreprises et les gains de productivité qui ont été faits. Moi, je pense qu'on est à peu près au même niveau, c'est-à-dire qu'on apporte des outils qui permettent d'avoir une vision systémique, qui permettent d'optimiser des choses qui n'ont jamais été optimisées auparavant. Et donc il y a des gains et de la valeur à aller chercher très importante. Merci beaucoup. Alors donc la modélisation au service de la complexité, la gestion de crise, la gestion tout court, avec un retour sur investissement. Merci infiniment. Nous allons passer donc la parole à Samuel Ruffin qui va nous parler en fait de son expérience sur les jeux vidéo. Est-ce que cette expérience que l'on peut partager sur les jeux vidéo peut changer notre façon de concevoir la modélisation urbaine? C'est une question très générale, bien sûr. Merci. Alors, je viens avec une double casquette. Donc, je suis responsable de cette formation qui est un master de géographie et de géomatique où on forme les étudiants en alternance, d'ailleurs, dans une partie des entreprises dont il a été question ici. Je pense à RTE, je pense à l'IAU, etc. Sur des outils de cartographie, de visualisation, d'analyse de données, de modélisation et de simulation, en se focalisant d'une part sur la gestion urbaine, d'autre part sur la gestion de crise. On va parler un peu d'inondation. Et j'ai eu la chance de diriger une équipe de recherche à Lyon sur les jeux vidéo. Et j'ai donc constaté quelque chose que vous avez sans doute remarqué ce matin, c'est que les outils de modélisation, de simulation ou de visualisation de données ressemblent de plus en plus à des jeux vidéo. Vous avez donc ici, par exemple, un suivi en temps réel, puisqu'on parlait de big data, un suivi en temps réel des cyberattaques sur un portail web, ou si on repense à la modélisation de la pollution urbaine dans Paris dans une maquette 3D, on est dans quelque chose qui ressemble de plus en plus à du jeu vidéo. Et en parallèle, donc là vous avez une image de SimCity, on a des jeux vidéo qui proposent des simulations de plus en plus détaillées, avec des outils de reporting, avec de la donnée qui remonte, avec un effort de plus en plus important pour faire que chaque objet qui soit visible à l'écran corresponde à un objet dans une simulation multi-agent. Autrement dit, à chaque fois qu'on clique sur quelque chose, on clique aussi sur des objets de la simulation. Donc voilà, une convergence entre les jeux vidéo et les outils de modélisation, avec des jeux qui cherchent à dépasser les simplifications. Par exemple, SimCity avait été beaucoup critiqué par sa vision très simpliste des relations sociales. Et l'une des réponses qui a été montée par une start-up française qui s'appelle Monte Cristo, c'est ce jeu vidéo-là, City XL, qui ressemble beaucoup à SimCity, mais en prenant en compte différentes catégories sociales et qui permettait de modéliser ou de simuler le passage de tensions sociales à des émeutes urbaines sur une échelle de temps. Attention, c'est un jeu vidéo commercialisé en tant que tel. Également un effort pour diversifier la palette des environnements avec des jeux plus historiques. Ici, vous avez City Life qui se passe dans la Rome antique, donc des jeux qui se passent en Asie, en Amérique latine, etc. Et des jeux qui finissent par intégrer des maquettes 3D. Je suppose que vous avez tous entendu parler de la série Assassin's Creed, donc qui reprend des maquettes 3D historiques, qu'il s'agisse de l'époque des croisades, qu'il s'agisse de l'Italie de la Renaissance ou du Paris de la Révolution française. Là, ici, vous avez une image de GTA 4 qui a pris la peine de recréer numériquement sur une maquette 3D une grande partie de New York pour le jeu, même si ce n'est pas l'élément pour lequel il est le plus connu. Et du coup, les journalistes sont toujours très, très, très curieux et viennent me poser la question, mais si vous travaillez sur les jeux vidéo à l'université, ça veut dire quoi? Est-ce que vous apprenez à vos étudiants à jouer à des jeux vidéo? La réponse est évidemment non, l'université ne sert pas à apprendre aux étudiants à jouer à des jeux vidéo. Mais il a été pas mal question de la différence entre compliqué et complexité.
Et autant vous dire que quand on met des schémas sur un tableau blanc, on met des équations sur des diapos, c'est très difficile d'expliquer ce que c'est qu'un système d'interaction et donc d'expliquer ce que c'est que la complexité. Alors que par contre, notamment parce que c'est aussi leur génération, les étudiants, quand on leur parle de jeux vidéo, ils commencent immédiatement à comprendre ce que ça veut dire qu'une interaction, si j'appuie sur tel bouton, il va y avoir des effets dominos, des réactions en chaîne, des rétroactions, etc. Donc c'est une porte d'entrée vers la transmission de ce qu'est la complexité qui est intéressante. Par ailleurs, il y a un certain nombre de lois de fonctionnement des territoires qui sont codées en dur dans les jeux vidéo, et donc il est beaucoup plus facile de transmettre aux étudiants de façon un peu plus intuitive. Le problème pour nous, c'est qu'il est facile de se laisser un peu griser par ces jeux vidéo parce que c'est l'endroit où malheureusement les lois fonctionnent toujours. Elles sont codées en dur dans le jeu, donc les lois économiques, les lois sociales ou les lois de sciences politiques qu'on peut imaginer, elles fonctionnent toujours. Alors que on sait pertinemment, non seulement qu'elles ne fonctionnent pas toujours dans les territoires, mais en plus que les algorithmes, et quelle que soit la puissance de calcul qu'on met derrière, d'ailleurs, ont souvent du mal à rendre compte d'un certain nombre de phénomènes. Je suppose que vous vous souvenez de cet appel de la police de New York qui a libéré ses données en open data sur la criminalité, en lançant un appel à la foule et au crowdsourcing, en disant, voilà, nos algorithmes sont incapables de dégager des patterns dans ces données. Est-ce que vous voyez, vous, humains, quelque chose ? Donc le jeu au service de la société. Mais merci beaucoup. Ce que je propose, c'est peut-être de prendre une question de la salle, sinon on embraye directement sur le second round. Bon, je pense qu'on... Voilà, oui. C'est sur la dernière Voilà. exposé, c'est Oui. du jeu vidéo au jeu vidéo sérieux, des serious games qui sont une façon d'utiliser. Avec un micro. Simuler des scénarios réels Gérard, des gens pour pouvoir comprendre comment les choses évoluent et comment les phénomènes humains, sociaux ou économiques peuvent se dérouler. C'est important d'utiliser un micro parce que la séance est filmée. Et... Oui, ma question c'était du passage du jeu vidéo au jeu sérieux ou serious game, qui sont des outils de simulation finalement de comportement de personnes ou enfin de différents types de scénarios qui nous permettent de prédire par simulation justement ce qui peut se produire économiquement, socialement, etc. Alors, les serious games, ce sont des choses qui ressemblent furieusement à des jeux vidéo, mais qui ne sont pas créés pour être commercialisés en tant qu'outil ludique, mais effectivement pour être diffusés en tant qu'outil pédagogique ou outil de formation. Donc on est dans la même logique. La principale différence, c'est que ces outils à vocation pédagogique ou ludique, comme ils ne sont pas destinés au marché, généralement ils bénéficient d'un investissement moindre, et donc ils finissent par être d'une qualité, en tout cas d'une qualité visuelle, qui n'est pas la même que les jeux du commerce, et ce qui tend à déconcerter un peu les publics, quelle que soit la qualité de la modélisation qu'il y a derrière. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on sait que visuellement, on fait un gros effort sur la 3D, même lorsque la 3D n'est pas indispensable à la simulation ou à la modélisation. C'est justement parce qu'on est face à des publics qui sont malheureusement habitués à l'immense qualité visuelle et cinématographique capable de mobiliser l'industrie du jeu vidéo. Donc l'évolution disruptive du B2C est une bonne opportunité pour le B2B finalement. Hein, c'est pour résumer très, très succinctement. Merci beaucoup. Alors ce que je propose, c'est qu'on entame le second tour de questions. Alors je redonne la parole à Gérard Aigron sur l'évolution de la modélisation urbaine ces dernières années avec finalement l'émergence, la disponibilité de données en nombre croissant. Alors, peut-être pas en qualité croissante, mais en nombre croissant. Alors, ce sont des données, ce n'est pas les réalités, bien sûr. Vous pouvez remettre le jeu transparent. Enfin, je ne vais pas parler de tout, parce qu'il y a tellement de choses sur les jeux de données. Oui, tout à l'heure, j'entendais parler tout à l'heure sur prédire les flux dans 5 ans, notamment, là, on parlait des flux de qualité de l'air ou autre. Mais je ne suis pas certain qu'en observant les flux d'aujourd'hui, on va prédire les flux de demain, parce que le problème, c'est que les flux, notamment de trafic, les flux de piétons, etc., sont liés à l'aménagement même du territoire, c'est de savoir spatialement où sont les lieux d'activité humaine, ou de résidence, de travail, de loisirs, d'achat, etc., où sont les lieux de production et de consommation des biens. Et ça, c'est fondamental au niveau du développement des métropoles en termes de compréhension et de prédiction, finalement, d'évolution des flux.
Là, c'était un exemple en fait autour de des problèmes de bruit dans la ville, alors qu'on peut simuler en amont pour la conception de quartiers etc. ou de plans de déplacement pour voir quels sont les impacts sur la qualité, mais on peut maintenant transposer cette approche-là en temps réel où on a une mesure temps réel finalement des trafics et des bruits émis, donc des sources de bruit, et ensuite pouvoir calculer à différents niveaux d'échelle, à l'échelle locale de la rue, du quartier ou de la métropole ou de l'aire urbaine, les impacts et la qualité des espaces en termes de qualité de bruit. Mais maintenant, si on change le bruit par la qualité de l'air, comme on l'a vu précédemment, si on le change sur les problèmes de flux de trafic, si on met derrière, ou alors la qualité de l'eau potable, par exemple, à Seine City, dont s'occupe Frédéric, ils veulent inonder un peu la ville de capteurs qui captent partout la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la chaleur. Donc la chaleur qui permet après, de manière, avec des modèles derrière cette fois-ci, des approches inverses, de pouvoir prédire ce qui peut se passer à l'intérieur des bâtiments, en fonction d'évolution également du climat. Mais on voit qu'on a des observations multi-échelles des phénomènes, et que pour chacune des échelles, il y a un modèle spécifique, puisque les modèles ou les phénomènes sont inhérents à l'échelle qu'on observe. Et c'est pour cela que derrière, il faut, si on veut avoir un pilotage en temps réel des phénomènes, on est obligé d'adapter les modèles à l'échelle observée. Et notamment que lorsque le nombre de données à l'échelle est très grande, là on a besoin aussi de calculs derrière. Donc le problème de la complexité, là c'est la complexité algorithmique, car le nombre de calculs d'opérations élémentaires qu'on doit faire, est-ce qu'elle est quadratique, NP complète ou logarithmique ou linéaire, bref. Et là on doit faire appel aussi à des ordinateurs assez puissants pour pouvoir avoir des réponses en temps réel sur les effets des différents phénomènes qu'on observe. Ensuite, ça, c'est quand on fait les calculs, mais après, donc comme je dis, on peut après observer, ici c'est donc un mur interactif, on peut observer le phénomène à différents niveaux d'échelle, mais pour prendre des décisions, notamment, parce qu'il n'y a pas que la machine qui prend des décisions, c'est l'homme qui est derrière, qui va prendre des bonnes décisions, donc il faut d'abord savoir interpréter, comme je disais tout à l'heure, l'information, et ensuite, c'est pouvoir aussi faire travailler autour de ce modèle qu'est l'image qui représente le phénomène, différents acteurs qui doivent comprendre le message. Et l'aspect temps réel, c'est justement en fonction des scénarios ou de l'évolution, c'est de pouvoir avoir des réponses rapides pour pouvoir prendre la bonne décision au bon moment. Bon, voilà ce que je voulais dire rapidement. Merci beaucoup, Gérard. Alors, justement, tu indiquais le caractère multi-échelle et donc je repose la question à Jacques Moussafi. Effectivement, quelles sont les étapes que l'on doit effectivement respecter pour le déploiement massif d'outils de simulation tels que ceux que nous avons découverts tout à l'heure? Parce que c'est pas évident. Alors, je vais essayer de m'appuyer sur des transparents. Je remercie beaucoup Dominique de passer un peu rapidement. Je passe sur la présentation d'Aria Technologies. On a un site web qui explique ce qu'on fait. En gros, c'est les activités de ma boîte. Par contre, le transparent précédent montrait un assez grand nombre d'endroits où on a appliqué des phénomènes de modélisation. On a appliqué des logiciels, des systèmes, des plateformes de modélisation, généralement connectés à des autorités urbaines ou régionales ou nationales. Tu peux passer. Bon, la référence initiale en France, c'était le travail pour Air Paris, mais je voulais montrer cette carte de grande échelle qui a été réalisée par nos amis de l'INERIS sur toute l'Europe. Donc ça, c'est une simulation à 1,5 km de résolution sur l'Europe. C'est une bonne question de cours de géographie pour savoir si les enfants reconnaissent les villes en Europe. Et ça montre qu'il y a des endroits où l'agrégation en fait des émissions de différentes villes et de différents systèmes industriels crée une pollution de fond bien plus forte que dans d'autres. Et si tu peux passer à la diapo suivante. Là, c'est une animation que j'aime bien, c'est l'Italie du Nord, c'est là que je suis né. Ça va des Alpes françaises à l'Adriatique à droite, et on a la respiration des émissions de la plaine du Pô en émissions de monoxyde d'azote. Bon, alors ça change toutes les heures, et on voit bien que l'émission varie de manière assez considérable d'une heure sur l'autre, parce qu'effectivement, il y a plus de monde dans sa voiture ou sur l'autoroute à midi qu'à minuit, et on a également
la pulsation des très grandes villes qui se voit. On voit Milan au centre. Voilà, pour faire de la simulation de la qualité de l'air correctement pour la ville de Milan, on ne peut pas faire l'impasse sur ce qui se passe tout autour. Dit autrement, la plaine du Pô, c'est une très très grande chaussette limitée par les Alpes. Et les effets d'accumulation, les effets de transport à ces grandes distances, quelques centaines de kilomètres, font que si quelqu'un prétend faire une prévision du niveau de particules fines à Milan en ignorant ce qui se passe en dehors du périmètre métropolitain de Milan, c'est forcément sot. Donc, suivante. Là, c'est le système qu'on a fait pour Rome, qui de nouveau est à plusieurs échelles. On voit sur le 2 carrés rouges, 2 rectangles rouges sur l'image de droite, là, qui montre qu'on a un premier carré de simulation régionale qui prend en compte pratiquement tout le Latium, et un autre qui est zoomé sur l'Italie, sur la ville de Rome. Vas-y. Là, on va passer, parce que c'est Rio, ça nous ferait perdre du temps. Delhi. Et voilà, ce que je voulais surtout essayer de faire comprendre, c'est cette histoire de transition d'échelle. C'est-à-dire que pour faire de la modélisation urbaine, on a bien sûr besoin de données de qualité et de projections de qualité, y compris le niveau de développement urbain. Le modèle de trafic, comme l'a dit tout à l'heure la personne qui a parlé avant moi, on va avoir une demande de transport, donc des flux de trafic qui dépendent effectivement de l'affectation des différentes zones de la ville. Si on a créé 5000 emplois quelque part, il va bien falloir que les gens y aillent. Et donc je suis tout à fait d'accord qu'effectivement les prévisions à 5 ans ont besoin d'informations sur toutes ces variations. Et là vous avez donc une simulation AirCity où cette fois-ci le domaine Paris fait une douzaine de kilomètres est-ouest. Donc on est à échelle beaucoup plus fine. Si tu peux cliquer un peu. Pourquoi est-ce qu'on va à haute résolution ? Ça, je pense que c'est une grande tendance actuelle. On a besoin de bien connaître la qualité de l'air et les variables environnementales, disons, à haute résolution en ville, parce que c'est ce que les gens veulent savoir. Qu'on leur montre un grand carré de 3 km de côté sur Paris en leur disant ça sera pollué, c'est une chose. Qu'on leur dise la pollution de l'air dans telle rue s'étend dans le square machin, ça se passe mieux, vous pouvez aller faire du jogging le long de la Seine, etc. Ça, c'est de l'information que les citoyens veulent avoir. Donc ils vont éventuellement aussi investir pour s'acheter des microcapteurs. Ces microcapteurs seront connectés à leur smartphone. Et l'un des enjeux est de réussir à gérer et à accueillir en fait toute cette information qui sera investie par les citoyens eux-mêmes d'une façon qui construise une image réaliste et solide de la pollution de l'air. Sinon, on risque de se retrouver avec un très grand nombre de cartographies urbaines parfaitement contradictoires et une grande méfiance pour les autorités. Et ce serait dommage. Il ne faut pas qu'on ait des contre-réactions par rapport à la promesse que donne le crowdsourcing et la capacité à mesurer partout. Donc il faut, je pense, que les gens qui font de la modélisation en tenant compte de ce qui vient d'ailleurs, en tenant compte de l'ensemble des phénomènes sources, s'occupent de discuter avec les gens qui vendent des microcapteurs par milliers, parce que sinon on aura des déconvenus, à mon avis. Merci beaucoup. Donc le crowd sensing pour faire du crowd computing, en fait, c'est une avenue effectivement royale pour ça. Alors Thierry Lemonet, est-ce que vous pourriez nous parler finalement de la question de la généricité des modèles, puisque vous avez une plateforme un peu universelle, vous avez parlé de gestion financière, de gestion de réseau, de gestion d'assets, gestion du personnel. Comment on fait ? Voilà, alors merci. Oui, effectivement, la plateforme elle est pensée pour les systèmes complexes. Donc, les systèmes complexes, ça se développait beaucoup aux États-Unis, au Santa Fe Institute il y a 25 ans, puis ça a diffusé dans l'académique. On a vu des instituts de systèmes complexes fleurir un peu partout en Europe. Il y en avait un notamment
à Lyon, à l'école normale supérieure dont on est issu. Et puis maintenant, ça diffuse vraiment dans l'industrie. Mais les systèmes complexes, en tout cas, ce que Cosmo propose, c'est-à-dire qu'on peut les représenter. On peut tous les représenter avec 4 éléments de langage qui sont un peu universels. C'est-à-dire il y a des entités, il y a des interactions, il y a de la dynamique, il y a des hiérarchies. Et avec ces 4 éléments-là, on va pouvoir représenter des systèmes qui sont dans le vivant, qui sont des systèmes industriels, qui sont des systèmes de la ville, des flux, et qui sont interconnectés. Et puis on fait la grande différence entre les données et les systèmes. Donc ici, vous avez des données. On va dire que ce sont des données qui peuvent être des données industrielles. On fait aussi la différence entre les données du digital, qui sont toutes bien propres, très nombreuses, bien structurées, de grande qualité. Et puis les données industrielles, c'est un petit peu le contraire. Elles ne sont pas toujours très nombreuses d'abord. Elles peuvent être très hétérogènes, elles peuvent être de qualité médiocre, elles peuvent être incomplètes, etc. Et donc on pense que dans la simulation et dans la modélisation, ce qui vient avant tout, ce sont les systèmes. Si vous vous intéressez aux données, vous allez extraire des corrélations. Et il y a plein d'outils aujourd'hui qui font ça. IBM fait ça très bien avec sa solution Maximo, GE avec sa solution Predix. Et donc ces corrélations vous permettent de faire du reporting, du monitoring, des tableaux de bord tout à fait intéressants. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que les systèmes sont premiers. C'est-à-dire que dans l'industrie, je ne vous parle pas du digital, je vous parle de l'industrie et des problèmes de la ville, des problèmes des industriels. Il y a des systèmes qui sont sous-jacents et c'est à ça qu'il faut d'abord s'intéresser. Et ces systèmes, ils peuvent être décrits uniquement par les experts. Et donc on travaille beaucoup avec les experts métiers de nos partenaires pour représenter en fait le système tel qu'il est, tel qu'il le voit, tel qu'il le pense et tel qu'il pense les couplages de ces systèmes. Et à partir de là, on va être capable de faire des simulations et des scénarios, faire des simulations et surtout avec la vision des experts, on va extraire des causalités. Et les causalités, c'est bien ce qui va vous permettre en fait de comprendre, de maîtriser le système et donc d'agir dessus pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Donc on fait vraiment cette différence entre les corrélations qui sortent du big data et les causalités qui vont venir de l'information qui vient du big data, mais surtout de l'expertise métier. Voilà, alors je vais vous donner un exemple assez concret sur la ville. Si j'ai pas d'autres slides. Sur la ville, si on s'intéresse à l'impact, par exemple, d'une infrastructure de transport sur une ville, il va falloir regarder ça, il va falloir être capable de gérer plusieurs échelles de temps, parce qu'on va construire une nouvelle infrastructure de transport pour répondre à une question d'heure de pointe, à une problématique d'heure de pointe. Donc il faut être capable de simuler avec un pas de temps assez fin, on va dire la minute, et puis en même temps on va construire cette infrastructure pour 70, 80 ans. Et donc il va falloir regarder aussi les choses avec un pas de temps beaucoup plus long pour mesurer l'impact de cette infrastructure sur la ville. Donc il ne faut pas avoir d'échelle de temps qui soit codée en dur dans la plateforme. Il faut être capable de gérer ça. De la même manière, ce que vous disiez très bien tout à l'heure, il faut être capable de gérer des échelles spatiales très différentes. On peut avoir envie de regarder l'impact de cette infrastructure de transport au niveau du quartier, et puis aussi au niveau de la ville, et puis peut-être même au niveau régional. Donc il faut être capable aussi de gérer des échelles spatiales très différentes. Donc quand on va regarder l'impact d'une infrastructure de transport sur la ville, on va regarder les réseaux de transport multimodaux, trains, voitures privées, peut-être même vélos, métro, etc. Donc des réseaux qui vont se superposer mais qui sont interconnectés entre eux. Et puis on va regarder aussi l'usage des sols. Comment le transport va modifier l'usage des sols et comment l'usage des sols va modifier le transport. On comprend bien que c'est en interaction et qu'il faut pouvoir le représenter de manière systémique. Alors on peut rajouter d'autres choses aussi autour de ça, mais si j'en reste là, je vous parle de l'impact d'une infrastructure sur la ville, mais je ne vous ai toujours pas dit si je suis à Versailles, à Toronto ou à San Francisco. Donc nous, on va construire ces modèles-là, et ça, ce système, cette interaction, de quoi est composée une ville. On dirait une ville, c'est des quartiers avec des bâtiments. Je n'ai pas encore spécifié combien il y a de bâtiments, quelle est la hauteur de ces bâtiments. Pour nous, ça vient dans un second temps, c'est dans les données. Donc à partir de la description des systèmes, je vais générer en fait tout simplement un simulateur, un fichier exécutable, et puis ensuite je vais le connecter aux données, au système d'information et aux bases de données que j'ai en ma possession. Et c'est là que se fait la différenciation entre le générique et le spécifique. Donc pour nous, la spécificité vient des données essentiellement. Alors si demain vous me dites je regarde l'impact d'une infrastructure de transport à San Francisco et je voudrais la regarder aussi à Phoenix, Arizona,
La question est probablement différente à Phoenix parce que l'usage des sols est impacté par la gestion de l'eau. Et donc il va falloir que je rajoute un sous-modèle, gestion de l'eau, qui va être connecté à l'usage des sols, qui sera connecté au transport, etc. Mais en tout cas, sur des villes qui sont comparables, où la problématique est la même, je n'ai pas besoin de refaire un modèle à chaque fois, je pars du modèle que j'ai décrit, et puis je l'instancie avec des données différentes, évidemment, dans la limite des besoins de calibration qu'il peut y avoir à la marge. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous arrivez à réduire le travail d'instanciation finalement au strict minimum, au minimum vital. C'est quand même rassurant de voir que le moteur d'inférence ne s'extrait pas que des données, hein, que le métier est là, le métier ou les modèles, c'est un peu pareil dans certains cas. C'est extrêmement rassurant. Alors on va passer donc à la dernière courte intervention de Samuel Riffa sur effectivement finalement ces approches qui privilégie l'interaction, l'interactivité, etc. Comment elle se prête finalement à la prise en compte des données environnementales, des paramètres externes, voire au comportement des gens, hein, comment fait-on? Oui, je suis désolé, j'ai l'habitude de parler devant des étudiants auxquels on interdit de sortir avant la 2e heure, donc il faut surtout m'interrompre si je parle trop longtemps. Donc je vous ai évoqué les difficultés, par exemple, par rapport aux données de criminalité, pour lesquelles les algorithmes, les outils de modélisation de simulation n'arrivent pas à trouver des patterns, à dégager des lois, etc. Et c'est la raison pour laquelle on fait appel à des êtres humains, à la foule, au crowdsourcing pour les analyser. On a aussi des problèmes par rapport aux données environnementales. En partenariat avec l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, je fais travailler mes étudiants sur des maquettes 3D d'Île-de-France pour simuler la crue centenale. Et donc vous avez ici des exemples où on peut ensuite faire des vidéos en se promenant dans la maquette pour montrer les effets de la crue centenale. Le problème qu'on a, c'est que le sous-sol parisien est en fait très mal connu. Il est même extrêmement mal connu. La RATP, par exemple, continue à reposer sur d'anciens plans papier avec des personnes qui sont parties à la retraite. Il y a une perte de mémoire très, très importante. La préfecture de police nous explique qu'ils n'ont absolument aucune espèce d'idée de ce qui s'est passé dans les caves depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc la circulation de l'eau souterraine est de très mauvaise qualité. Du coup, quand on fait ce genre de vidéos reposant sur des modèles par rapport aux données dont on dispose, on finit par se dire, en fait, les données dont on dispose sont de tellement mauvaise qualité que ce qu'on a fait, c'est un jeu vidéo. Et c'est là-dessus que je veux vous interpeller, parce qu'on retrouve le même problème sur d'autres types de modélisation. Alors bien sûr, même si on a fait un jeu vidéo, ça a un intérêt du point de vue de la culture du risque, parce que traditionnellement, les cartes d'inondation que l'on présente, c'est des cartes où l'eau est turquoise, etc. Donc quand on présente ça aux habitants ou aux élus, ils ont l'impression que tout d'un coup, ça va être les Caraïbes dans Paris, que finalement une inondation, c'est pas si grave que ça. Donc de leur montrer concrètement qu'une inondation, c'est aussi une eau extrêmement polluée, chargée de détritus, de déchets, avec des hauteurs d'eau qui peuvent monter au-delà du premier étage, c'est important. Mais néanmoins, ça peut relever de l'ordre du jeu vidéo. Même chose lorsque l'on fait des maquettes 3D pour simuler des projets d'infrastructure, des projets d'aménagement, d'urbanisme ou des tours. Vous avez ici une maquette 3D de Lyon, ou lorsqu'on fait un effort pour faire des maquettes 3D beaucoup plus photoréalistiques pour justement simuler l'effet de la construction d'un écoquartier, d'une autoroute, comme il a été question. Les interlocuteurs, qu'il s'agisse d'élus ou de clients, finissent systématiquement par dire « Ok, vous pouvez me faire une vidéo qui me permet de me promener dans votre modèle numérique 3D, etc. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas prendre un vélo pour m'y promener ? Pourquoi je ne peux pas ouvrir la porte de la voiture pour rentrer dans la voiture et m'y promener ? En fait, ce que disent les clients et les élus, c'est pourquoi est-ce que vous nous montrez qui simule ce quartier n'est pas justement ce jeu vidéo, enfin du type de genre de jeu vidéo GTA où effectivement vous pouvez monter dans les hélicoptères, les voitures, sauter en parachute, etc. Et c'est là que ça doit nous interpeller sur est-ce que ces outils de simulation et de modélisation, on les fait pour faire plaisir aux élus, aux clients, à la personne qui signe un chèque, qui est content parce qu'il s'est amusé, il a vu quelque chose de joli, il a pu se promener dans des beaux outils, des beaux graphismes, ou bien est-ce qu'on les fait dans l'espoir de faire avancer un peu la connaissance ? Et dans ce cas-là, si on est dans l'espoir de faire avancer un peu la connaissance, on est face à deux problèmes. L'un qui est la qualité des données. On a beaucoup parlé de big data, mais le problème c'est que dans le big data, il y a beaucoup de données dont on sait qu'elles sont de très très mauvaise qualité. Et le second, c'est qu'on ne prend jamais le temps de vérifier si les prédictions que l'on fait
on s'est trompé un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie. Donc voilà, peut-être les deux principaux efforts qu'il reste à faire si on veut faire autre chose qu'amuser les personnes qui signent les chèques par rapport aux outils et aux solutions qu'on propose. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, la modélisation, ça permet effectivement de rester jeune, hein, ça c'est important. Et puis, il y a des questions de validation, hein, ça c'est très, très important aussi. Donc, finalement, le réel s'invite à la table finalement, de la réalité virtuelle, hein, et de l'immersion. Ça, c'est un message extrêmement important. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'il y a dans la salle des gens qui effectivement, construisent des environnements virtuels d'immersion. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on a entendu depuis ce matin? Il faut un micro. Merci. Société Fluidine France participe au panel cet après-midi. J'ai une question à propos des interventions qui, effectivement, parlent de la modélisation et agrègent, émettent l'idée que c'est toute une question de flux, il y a énormément besoin de données. Dans la micro-échelle ou dans les problématiques urbaines qui ne sont pas à l'échelle des mégalopoles, très souvent, ces données sont rarement disponibles. Il faut bien le reconnaître. On parle de big data, on parle de données qui sont manipulées, opérées, produites, éventuellement qualifiées, quand c'est le cas, par des organismes différents et variés. Et les acteurs de la modélisation ont rarement accès aussi facilement, que ça a l'air d'être le cas ici, aussi facilement à ces données exogènes. Alors, dans le cas de la Kililaire, Jacques Moussafir l'a dit, il y a des données de type météorologique, il y a des données de trafic, il y a beaucoup d'incertitudes sur les données de trafic, sur les données de flux d'émissions liées aux activités humaines en général. Ça, c'est un problème qui probablement devra être résolu dans les 5 ans à venir si on veut vraiment faire de l'outil de modélisation à l'échelle de la ville un vrai outil qualifié de décision. Oui, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, disposer de points de mesure de données à peu près corrects, hein, qualifiés, aujourd'hui dépasse tous les budgets disponibles. Il faut donc faire effectivement des progrès considérables également dans la techno, hein. Ça, c'est évident. Jacques Moussafir. Oui, je voulais aussi dire qu'il y a en réponse à cette question, il y a la question de la qualité et aussi, quand même, encore la question de la disponibilité. Parce que si toutes les données nécessaires à la modélisation dans le domaine que je connais, de la qualité de l'air, étaient dans le domaine public, si simplement que ça, notre vie de prestataire et d'ingénieur conseil serait beaucoup plus simple. Claude, je suis complètement d'accord. La vidéo que je vous ai présentée bénéficie d'un environnement entre le particulier et l'exceptionnel, puisqu'on a pu utiliser toutes les données d'émissions d'Air Paris, qui travaille sur ces émissions de trafic depuis 10 ans, et qui a accès à toutes les données de trafic possibles et imaginables en région Île-de-France. Que ces données transitent sur les ordinateurs d'ARIA, c'est une autre paire de manches. Parce qu'il y a quand même toutes sortes de barricades, de protections, à bon titre ou à mauvais titre. Je ne suis pas en train d'en juger, mais je dis que clairement, pour que le développement de la qualité de ces données soit là, il faut que des tas de gens puissent s'en emparer, les utiliser et les critiquer. Autrement, la qualité des données n'augmente pas toute seule par génération spontanée. Donc, plus on a d'utilisateurs, plus la qualité des données augmente. Donc, je crois que la disponibilité, l'ouverture sur les données urbaines est quelque chose de très important et qui soulève un certain nombre de problèmes de sécurité, de confidentialité, sur lesquels on pourra discuter plus tard. Merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre juste une toute dernière question rapide. Je me tourne vers Dominique Renoudet qui maîtrise le temps. Je crois qu'on a commencé 5 minutes plus tard que prévu. Il est 5 minutes plus tard que prévu, donc on est à peu près dans les temps. Alors, prenons une ou deux questions. Une ou deux questions, voilà, tout à fait. Donc on a vu effectivement, le problème c'est que finalement les données ne sont pas toutes de bonne qualité, ne sont pas facilement accessibles en général. Donc il est temps d'accélérer la transition digitale des villes, en fait, hein. C'est un peu ça qu'on retient. Oui.
Bonjour, Pierre-Henri Nageur de Suez. Moi, je comprends toutes les questions techniques qu'on est en train de se poser, effectivement, disponibilité, qualité des données, comparaison des prévisions avec la réalité. J'ai quand même l'impression qu'on atteint un niveau de performance qui est assez incroyable. Ce que vous avez présenté, M. Moussafir, sur ARIA et la modélisation de la pollution de l'air de Paris est quand même assez incroyable. J'ai quand même, du coup, l'impression aussi que la question n'est pas forcément seulement technologique pour aller plus loin, mais sur la réflexion autour des usages. Je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est un peu du beau pour du beau. Voilà, on voit des magnifiques choses. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre l'accent sur qu'est-ce que le citoyen, qu'est-ce que la ville, qu'est-ce que l'entreprise peut en faire directement et développer des usages et des applications à partir de ces données-là? Oui, c'est une bonne question. Alors, parmi nos panélistes, il n'y a pas d'agent immobilier qui pourrait éventuellement avoir un avis, mais c'est pas grave, on va vous laisser la parole. Par exemple, pour les usages, on parlait du trafic. Derrière les usages, c'est tous les outils de prédiction du trafic pour après faire des choix modal pour l'utilisateur, l'usager en ville. Si on a en fait les bouchons, etc., ou les densités de trafic en temps réel, on peut après, avec des logiciels, pouvoir informer l'usager sur le bon parcours qu'il faut faire pour pouvoir arriver à temps à son rendez-vous, etc. Et là, on voit derrière, il y a une multitude finalement de services qui peuvent être développés pour l'usager. Mais qui est à l'origine du trafic? C'est l'usager. Qui est à l'origine de la pollution? C'est l'usager. C'est toujours l'homme, parce que là, on parle que de phénomènes anthropiques. Donc, c'est vraiment lié aussi la cause des phénomènes à leurs effets qu'il faut travailler pour pouvoir, en aval aussi, pouvoir comprendre et servir au mieux l'usager, quoi. Donc, nécessité d'une compréhension systémique. Jacques Moussafir. Moi, je pense que dans les usages des sorties produites par un système de modélisation, je crois qu'il faut bien distinguer les usages qui sont ceux qui peuvent être faits par une collectivité locale, qui a donc la délégation de puissance publique pour imaginer l'avenir dans différents domaines, et puis les usages génériques de tout citoyen muni d'un smartphone. Je crois qu'il faut réfléchir parallèlement sur les deux, parce que ce ne sont pas forcément les mêmes applications, les mêmes outils qui entreront en ligne de compte. Et le développement des usages grand public est effectivement, à mon avis, un domaine très fertile pour les années qui viennent. Il y a un moment où, effectivement, il faut se dire, je crois, on a une qualité tout à fait acceptable sur, par exemple, dans mon domaine, l'information concernant la pollution atmosphérique en chaque point de la ville. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait pour les personnes sensibles? Qu'est-ce qu'on en fait pour les hôpitaux? Qu'est-ce qu'on en fait pour les écoles? Qu'est-ce qu'on en fait pour les gens qui ont des problèmes de santé particuliers? Bon, c'est assez évident, mais il suffit de réfléchir 5 minutes et on voit qu'il y a toutes sortes d'autres applications particulières qui peuvent être envisagées. On peut se poser la question de quel est le parcours le plus pollué ou le moins pollué qu'on peut prendre pour aller d'un point à un autre. N'importe qui dégaine son smartphone pour savoir comment aller à son prochain rendez-vous. Bon, on retrouve 3 itinéraires sur Google. Nous, on a commencé à développer avec Renault une appli pour savoir lequel était le moins pollué. Puis peut-être qu'on peut prendre un parcours un peu plus long et un peu moins pollué, surtout si on est à vélo. Voilà, des choses comme ça. Et je suis complètement d'accord qu'on a un retard par rapport à ce que la technologie rend disponible sur le développement des usages. Et on a vraiment envie de se mettre à ça. C'est toute la question de la co-création finalement des usages à partir des technologies et de l'appétence des citoyens. C'est un phénomène assez complexe, mais qui fait l'objet de travaux de recherche actuels dans la mouvance Advanced City. Je fais de la publicité pour Advanced City, mais voilà. Je crois que c'est un peu chez toi qu'on fait ça. Est-ce qu'on peut prendre éventuellement une dernière question? Oui, merci. Un peu une question, une remarque. Enfin, on voit le niveau de détail des modèles, notamment en pollution de l'air, parce que c'est un sujet, ce que vous disiez, les gens prennent la décision pour optimiser leur déplacement dans un univers qui sera pollué. Quand une journée est polluée, elle est polluée partout. On peut un peu optimiser les choses, mais on sera comme dans un environnement pollué. Et donc après, ça pose la question de choix politiques de grande ampleur. Alors ça peut être à Paris quand on décide de limiter le trafic à grande échelle. Donc on a à la fois une sophistication des données auxquelles les gens ont accès,
et des décisions politiques qui se prennent à une autre échelle et qui ne semblent pas du tout sur le même pas de temps, qui semblent ne pas prendre en compte la réalité et la perception qu'ont les gens. Donc une dissociation de plus en plus forte entre l'approche du citoyen et l'approche du politique. Et plus les modèles deviennent sophistiqués, plus on risque d'avoir cette décorrélation. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment, un vrai problème politique, de crise politique, où la société civile se dit, voilà, on n'est plus représenté par le politique. Le politique a plus prise, en fait, sur une réalité qu'on perçoit de manière de plus en plus fine. C'est une même réalité, mais à des patins différents. Et quelle est la différence entre la météo et le climat? C'est vraiment deux échelles différentes et qu'il est difficile, même pour nous, même quand on est au courant finalement de ce que c'est que le climat, mais pour ça, vraiment en tant qu'humain, tous les jours, on a du mal à voir à long terme la notion du climat, parce que là, c'est plus un changement de température. Là, 2 degrés de différence changent tout, alors que nous, on est habitués avec des écarts qui vont de plus 40 à moins 20, moins 40, on s'adapte. Mais 2 degrés en moyenne, c'est un changement d'espèce animale, de biodiversité, etc. Donc et là, c'est une mutation, une migration des populations. Donc c'est des conséquences phénoménales, mais qui ne sont pas de même nature, quoi. Là, si on parle de température, de climat, d'îlots de chaleur, c'est vraiment instantané. Et bon, ça se passe à l'échelle de la ville. Et là, on peut essayer de gérer ça, mais sur le long terme, ça veut dire complètement changer la morphologie urbaine, l'architecture de la ville, des bâtiments, pour s'adapter à un nouveau climat. Et là, c'est une transformation en profondeur qui s'opère, quoi. Et c'est vrai que le citoyen, quand il nous interpelle, c'est j'entends du bruit au pas de ma porte, j'ai des déchets, etc. C'est vraiment midi à sa porte. Et que après, c'est un problème d'information, de pédagogie. Et je pense que l'image peut être justement un outil pédagogique pour pouvoir expliquer tous ces échelles spatiales et temporelles pour tout un chacun, quoi. Donc la modélisation au service des futurs urbains. J'ai une petite anecdote qui me revient. Quand j'ai créé le premier labo sur la synthèse d'images à l'INRIA dans les années 80, la question du jury m'avait été, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est un avenir industriel ce que vous faites? Est-ce que quelqu'un veut réagir aussi sur... Moi, j'y croyais fortement, mais aujourd'hui, quand on voit ce qu'on voit, c'est... Pour répondre à votre question sur l'implication du politique, je crois que les décisions politiques sont forcément des décisions de long terme qui ont besoin de s'appuyer sur un consensus à construire. Et je prends deux exemples, la zone à trafic limité sur le centre-ville de Rome. C'est pas forcément quelque chose qui a été bien apprécié par tout le monde. Ça suppose qu'on ait une offre de transport en commun correspondante. Ça suppose qu'on ait... voilà. Enfin, de la même manière, on peut dire que si on a une zone à circulation limitée dans une très grande ville, on va pouvoir donner des motivations extrêmement fortes aux citoyens à se payer des véhicules à zéro émission parfaitement électriques. Donc c'est vraiment des politiques industrielles ou des politiques de gestion de la mobilité de moyen terme qui font appel à toutes sortes de compromis. Nous, ce qu'on apporte en tant que spécialiste de la pollution de l'air, c'est si au niveau de la décision politique on prend cette décision-là, voilà ce que ça va donner du point de vue de la qualité de l'air, voilà ce qu'on risque de gagner. Mais ensuite, il y a les coûts annexes, etc. D'autres exemples, c'est par exemple la sempiternelle question des voitures berges à Paris. Les fermerons-nous un jour? Pourquoi? Pour le bénéfice de quel citoyen? C'est excessivement compliqué. Et c'est certainement pas seulement un problème de pollution atmosphérique, c'est un problème de qualité de vie dans la ville, c'est un problème de pénaliser encore davantage ceux qui habitent à l'extérieur de la ville. C'est compliqué, quoi. Comme tous les problèmes politiques, ils ne sont pas seulement la résolution d'un modèle numérique aussi complexe soit-il. Oui, Samuel Rifa voudrait apporter un élément également. Oui, je suis assez d'accord. C'est pour ça que ça dépend si ce qu'on vise, c'est à créer des modèles qui soient pédagogiques ou bien des modèles qui soient ludiques et qui amusent éventuellement les décideurs, ou bien si on cherche à créer des leviers d'action et à faire progresser les connaissances. Je prends un exemple très simple. Avant Sandy, l'année avant Sandy à New York, il y a la tempête Irene en 2011.
Les modèles montrent que cette tempête va passer par New York. Le maire de New York consulte un certain nombre d'experts, regarde les simulations des modèles et en conclut qu'il faut évacuer la ville. Malheureusement, la tempête s'arrête à partir du moment où elle quitte l'Atlantique et elle arrive sur la terre ferme. Et donc l'année suivante, lorsque les mêmes modèles montrent que Sandy pourrait passer peut-être un peu au sud de New York, peut-être un peu au nord, on ne sait pas, la probabilité tant la marge d'erreur alpha, etc., le maire a tout d'un coup beaucoup hésité en se disant mais la dernière fois, j'ai pris pour certains quelque chose qui en fait était un modèle probabiliste. Je veux qu'on me dise plus clairement quelle est la probabilité de se tromper d'un côté ou de l'autre. Et le temps qu'il hésite, la tempête est arrivée. Et il était sous une très forte pression médiatique où les journalistes l'empêchaient de parler en lui disant mais la dernière fois vous avez donné l'ordre d'évacuer New York, les pertes sont de tant de milliards de dollars. Là, vous avez l'intention de faire quoi? Vous jouez à quoi, etc. Donc on est dans des choses qui sont en fait des temporalités aussi très très différentes, la temporalité politique. Et c'est peut-être à nous de réfléchir à, au-delà des aspects pédagogiques de l'image, au-delà de délivrer des chiffres avec des fourchettes de probabilité, de marge d'erreur, etc., à réfléchir à comment est-ce qu'on transforme ça en levier d'action. Oui, donc une réflexion sur les usages. Mais justement, vous donnez l'occasion, peut-être, je me permets de compléter peut-être la question, de rebondir, sur effectivement la qualité constatée des prédictions. Parce que, évidemment, on fait des prédictions sur la base de données, sur la base d'expertise. Hein. Est-ce qu'il arrive, sur des échelles suffisamment grandes, d'avoir effectivement une idée de la qualité des prédictions à toutes les échelles, hein, qui est quand même quelque chose d'important. Alors on sait qu'effectivement il y a toujours des marges d'incertitude parce qu'on n'a pas tout modélisé, on est dans des systèmes ouverts, hein, donc ouverture ça veut dire qu'effectivement de nombreux paramètres n'ont pas été pris en compte. Pour autant, voilà, se pose quand même la question de la qualité de ce que l'on propose. Hein. Justement, si on veut faire de la simulation à levier d'action. C'est un peu un complément. Avec des réponses, si vous répondez, avec des réponses très très courtes parce qu'on est en train de déraper par rapport au modèle de la journée. Ça a été modélisé très finement et là on n'est plus dans la calibration d'origine. Allez-y, je vous en prie. En ce qui concerne les modèles numériques de simulation de la qualité de l'air, ils font l'objet d'expériences de validation, aussi bien d'expériences ad hoc que de la comparaison mesure-calcul sur les points de mesure existants. Donc je pense qu'il y a un état de l'art considéré comme satisfaisant sur le niveau de modélisation. Il y a encore des tas de choses à découvrir et des tas de surprises à avoir, mais on est quand même dans une fourchette d'erreur avérée sur les simulations qui est acceptable. Oui. Est-ce que quelqu'un veut peut-être dire un dernier mot? Oui, juste un dernier mot. En fait, on voit bien on voit bien les limites de la simulation et que pour moi aussi, la simulation, c'est un outil de dialogue entre les acteurs du projet, de la décision, et que la décision se prend après sur d'autres critères à la fois. Mais c'est un apport, une contribution au dialogue et à la prise de décision, mais ce n'est pas le logiciel qui prend la décision. On l'a bien vu pour New York tout de suite. Merci beaucoup. Ce que je propose, c'est que nous applaudissions nos panélistes.